Machine géante et ferveur populaire, l'art à la conquête de la ville. En 2003, François Delarosière et Pierre Auréfis proposent à Jean-Marc Ayrault, député maire de Nantes, plusieurs croquis de machines fantastiques. Ils deviendront les machines de Lille, sur la pointe ouest de l'île de Nantes, dans le cadre du renouvellement urbain. Cet équipement touristique et culturel au succès fulgurant inspire désormais de nombreuses métropoles désireuses de réhabiliter certaines zones oubliées. Rencontre avec l'inspirateur de ces belles et singulières machines. Voici François Delarosière, scénographe, metteur en scène de la compagnie La Machine, qui échangera tout de suite avec Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point. Il n'est pas interdit de les applaudir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde magnifiquement présentée par Boris, Machine géante et ferveur populaire. C'est un peu en continuité avec l'une des rencontres de ce matin autour des sens, du plaisir, de la beauté. On a beaucoup de chance de vous avoir, François Delarosière, ingénieur visionnaire, artiste. En fait, toutes celles et ceux qui nous écoutent vous connaissent déjà, sans le savoir, parce que derrière vous, il y a la gardienne des ténèbres pour le festival Hellfest, l'éléphant des machines de l'île de Nantes, le Minotaure de Toulouse, le gardien du temple aussi à Toulouse. Des œuvres qui sont bien plus que de simples objets spectaculaires, qui sont à mi-chemin entre l'art, entre la technologie, entre le rêve, la mythologie aussi, et qui surtout n'existent ou ne prennent leur dimension que quand elles sont insérées en mouvement au cœur d'une ville et de son mouvement et au cœur des humains qui composent cette ville. Alors dans le cadre de ce forum consacré à la ville de demain, où on essaie de questionner un peu comment on essaie de rendre cette ville plus vivante, plus inclusive, plus inspirante, on a grâce à vous le pouvoir d'explorer ce que peut l'art, justement, dans le contexte d'une architecture, d'une communauté de femmes et d'hommes, et comment cet espace public va pouvoir être modifié, justement, par quelque chose qui est de l'ordre du merveilleux, du rêve, de l'engagement, du mouvement. On parlait ce matin avec Monsieur Ferrier de l'idée d'architecte, urbaniste, de l'importance de se toucher, de se voir, de se rencontrer, de l'importance de l'imprévu aussi dans une ville. Eh bien, on va parler de tout ça avec vous. Pour commencer, parce que je sais que vous allez nous proposer, vous avez préparé une série de films, d'images, et on va vous écouter avec attention. Je voudrais juste, pour vous lancer, comme on dit, vous demander quelle est finalement la réflexion sur l'espace public qui a donné vie chez vous à ces machines, en fait. Comment tout ça est né aussi d'une réflexion sur ce qu'est la ville? Alors c'est né, là je vais lancer mon petit PowerPoint, j'espère qu'on va l'avoir, voilà. C'est parti d'un amour pour l'espace public et les paysages, puisque j'étais étudiant aux Beaux-Arts et j'étais jamais aux Beaux-Arts, en fait, j'étais toujours perdu dans la nature, à faire des performances, m'accrocher des caméras aux pieds. Et un jour, on fabriquait pour créer un travelling le long, on voulait filmer l'horizon en fait sur une plage. J'ai démonté un moteur d'essuie-glace d'une vieille 4L avec sa tringlerie. On avait posé ce moteur sur la table. Il y avait les tasses de café, tout ça. Et puis, il y en a un d'entre nous enclenche la batterie et déclenche le moteur. Et à ce moment, les essuie-glaces se mettent à se déplacer comme ça et à s'arrêter sur la table. Alors, on est tous surpris par ce mouvement. On regarde la chose un petit peu étonnant, bizarrement. Et le même met la vitesse rapide. Vous savez, quand il y a une pluie qui est forte. Et à ce moment, la machine devient violente et propulse les tasses de café, les stylos, enfin tous les dossiers au sol. Et à ce moment-là, on a eu deux émotions. On était d'abord fasciné par cette danse incroyable, et ensuite, on a été violenté par l'agression de cette machine. Et là, j'ai compris qu'un assemblage de matière inerte pouvait produire et fabriquer de l'émotion. Et je me suis intéressé à à une façon de faire de l'émotion. Et comme c'est dans l'espace public que j'aimais travailler, très vite, il a fallu que je dessine, je conçoive et que j'invente des machines qui puissent être en relation avec le paysage, avec la ville. Mais la ville, c'est immense. Un bâtiment, c'est plusieurs milliers de tonnes. Un arbre peut faire 50, 60 mètres de haut et 30 mètres d'envergure. Et donc, il fallait que je construise des machines un petit peu volumineuses, importantes. Et pourquoi le mouvement m'intéresse? En fait, c'est parce que je me suis rendu compte en fait, que le mouvement, c'est
c'est un peu l'expression de la vie. Si une chose s'arrête de bouger, vous allez rester là un moment, mais au bout d'un moment, ben, c'est mort. Hein. Vous partez faire autre chose. Mais si la chose se met en mouvement et se met à se mouvoir, vous commencez à dialoguer avec ce langage, qui est le langage du mouvement. C'est très simple, hein. C'est une amplitude, une vitesse, une fréquence. Ouais, et ces cycles permettent de créer ce langage. Je pense simplement à un clignement de paupières, par exemple. Si vous fermez les yeux assez vite, ça veut dire quelque chose. Si vous les fermez lentement, s'il faut les garder mi-ouverts, tout ça, c'est un dialogue que l'homme saura reconnaître et percevoir. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à prêter la vie en fait, à nos machines, inspirées souvent de la nature. Hein. Je travaille beaucoup à partir de l'observation de la nature. Je pense que la nature est une source d'inspiration absolument incroyable, la plus belle qui existe, inépuisable. Mais par contre, il ne faut pas s'y confronter ou s'y fier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de reproduire la nature, parce que là, on est en dessous. C'est de la chimie, il y a des choses qu'on n'a toujours pas compris hein, dans la nature, dans le vivant. Et donc, moi, je regarde la nature pour m'inspirer de ce qui va être le plus émouvant, le mouvement, une attitude. Alors, j'étudie la biologie, l'architecture. Les abysses. Oui, voilà, en s'inspirant des dernières découvertes, de nouveautés qu'on a peut-être jamais vues. Et à ce moment-là, en étudiant, je vais interpréter la nature pour fabriquer des machine vivante, en fait, d'une biologie mécanique qui va nous paraître vivante ou qui va nous sembler vivante. J'avais pour l'an 2000 étudié la girafe, et je cherchais le synoptique de la girafe, et Muybridge, qui est quelqu'un qui avait pas mal au début du siècle, et avec la photographie étudié le mouvement, ne s'était pas occupé de la girafe. Donc j'ai dû aller dans un zoo et filmer une girafe qui a eu la gentillesse de se mettre au galop et au pas sous mes yeux. Et j'ai pu reproduire, c'était une cassette VHS, avec le bouton pause comme ça et un calque sur le téléviseur, tout le cycle de déplacement de la girafe. Ce qui a été précieux pour les ingénieurs qui sont mis à travailler sur l'objet. Et on a pu ainsi construire notre grande girafe de 12 mètres de haut, qui pouvait éternuer, qui avait les oreilles qui bougeaient, les yeux. Elle pouvait se coucher, partir au galop, déféquer, uriner. Voilà, c'était une machine très expressive. Alors, très vite, dans les années 2000, avec Pierre Auréfis, un ami, on s'est intéressé à un projet urbain qui était le projet de l'île de Nantes. Et l'île de Nantes venait de perdre les chantiers navals une décennie avant. Et on sentait qu'il y avait dans l'air une envie d'écouter les projets. Et avec Pierre, on a proposé d'installer sur l'île de Nantes des machines pour pousser les enfants et les habitants à traverser les ponts et à venir se confronter à ce territoire qui est au cœur de l'agglomération. Mais j'y reviendrai avec des images. Notre histoire a commencé par le théâtre, le théâtre de rue notamment, parce que j'ai très vite rencontré une compagnie de théâtre de rue et je me suis rendu compte qu'en faisant du théâtre dans la ville, dans l'espace public, on changeait la perception qu'avaient les habitants eux-mêmes ou les visiteurs des lieux. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se mettait à s'y intéresser et parfois, ça donnait pour une équipe, pour un maire, le moyen aussi de montrer la façon dont la ville se transforme et dont la ville évolue. Et par le théâtre, quelque part, notre action de théâtre dans l'espace public s'est confrontée à la problématique d'urbanisme et de développement des quartiers et des villes. Alors, ces machines, évidemment, ces objets, vous allez les voir en mouvement tout à l'heure. J'ai des petits films puisque je m'intéresse au mouvement. Ce sont des objets qui pèsent 50 tonnes et qui sont truffés de technologie, de très haute technologie. Il y a des calculateurs à l'intérieur, des capteurs un peu partout. Mais c'est évidemment pas quelque chose qu'on fait seul. Alors, évidemment, moi, je fais le dessin de départ qui donne la direction. C'est la pièce fondatrice, en fait, la première pierre, un peu comme une ligne de basse en musique ou les accords principaux d'une mélodie. Et ensuite, je m'appuie sur le savoir-faire et les compétences des collaboratrices et des collaborateurs qui vont, de leur savoir-faire, avec leurs compétences, avec leur sensibilité, enrichir un projet que je n'aurais pas su faire seul, mais en plus, faire des propositions qui vont aller au-delà de ce que j'aurais même pu imaginer. Mon rôle, moi, c'est de rester chef d'orchestre un peu de cette aventure. Et c'est pour ça qu'en fait, le résultat, moi, il m'intéresse peu ou pas. Et même d'ailleurs, quand je travaillais à la peinture ou en art, c'était la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est le processus. Si on arrive à créer un processus vertueux où toutes les équipes jubilent en travaillant, échangent leur savoir-faire, leurs connaissances et travaillent avec plaisir sur un projet, le résultat sera toujours bon, même s'il n'est pas celui qu'on attendait.
mais il sera toujours bon. Si vous contraignez les équipes, si vous cherchez à leur demander à faire ce qu'ils ne savent pas faire ou ce qu'ils n'ont pas naturellement en eux, c'est un peu comme la mise en scène en théâtre, vous allez les contraindre et ça risque de desservir le projet. Donc moi, mon rôle, c'est d'enclencher comme ça un mouvement vertueux d'équipe pour fabriquer des objets qui seront que des prototypes, évidemment uniques au monde. Alors on a commencé par des spectacles avec nos araignées géantes. Là on a une araignée qui apparaît à Reims pour l'inauguration du tramway qui venait de naître à Reims, un tramway sans câble. Magnifique pour nos machines, hein, puisque les câbles sont à 6 mètres et empêchent nos grandes machines de marcher dans les villes. Et cette araignée était apparue d'abord à Liverpool, qui était capitale culturelle en 2008 européenne. Et les habitants de Liverpool se sont réveillés un jour avec une araignée accrochée sur un building près de la gare centrale. Ça aussi, c'est l'idée de perturber un peu la ville en mettant un peu même de sauvagerie dans un espace a priori discipliné. Là, c'était secret. La BBC avait suivi la construction et un jour, les habitants se sont réveillés avec cette araignée. Donc, il y a les associations d'arachnophobes ont dit on ne peut plus sortir. Il y a des araignées géantes dans la ville et les psychologues, les psychiatres ont pris la parole dans les journaux, ont pris la parole pour dire mais non, vous craignez rien, bien au contraire. Mais alors ça, ce sont des intrusions dans l'espace public. Ça dure, c'est du spectacle, hein, ça dure entre 1h30 et 3 jours. Ici, vous avez l'expédition végétale, par exemple. C'est un spectacle, c'est un engin volant, c'est une serre végétale, hein, chargée de végétaux, sur des pattes, avec un aérostat fait de 5 ballons, des hélices horizontales et des hélices verticales. Et l'engin atterrit dans la nuit. Alors et le matin, les habitants ouvrent leurs volets et voient ce truc. Il y a du végétal partout, des tentes militaires, et 11 chercheurs en tenue d'hélicoptère qui font des expériences sur le végétal, parce que ces chercheurs ont réussi à capter l'énergie électrique des plantes et à charger des batteries, ce qui rend l'engin autonome. Ils peuvent rester 6 mois en vol s'il faut. En plus, ils se nourrissent du potager mobile qu'ils embarquent. Et les gens y croient. Les gens descendent, ouais. Et ils disent mais c'est quoi? C'est une installation? C'est une exposition? Je dis non, atterri à 2h du matin, dans des conditions un petit peu difficiles, avec un peu de vent. Alors, on me dit mais non, ça vole pas. Si, alors ça vole parce que les ballons se gonflent, les hélices tournent au bout d'un moment, mais ça vole, ça. Mais vous venez d'où alors? Et à ce moment-là, le récit se fait en fonction des questions du passant. Et nos comédiens, on est là de 10h du matin à 10h du soir, répondent aux questions. Alors, on vient de Madagascar. La seule consigne que je donne aux comédiens, c'est on vient de quelque part, on est là pour faire quelque chose et on va quelque part. Et le reste, on invente. Alors, c'est complètement dingue. Et on fait des expériences, notamment autour de ces végétaux qui nous produisent énergie pour pouvoir voler quand même. Voilà. Alors ça, c'est des spectacles. Et très vite, nos machines de spectacle, avec le projet des machines de l'île de Nantes, sont devenues des machines de ville. C'est-à-dire qu'on a prêté à nos machines le droit de s'installer durablement dans l'espace public et de l'habiter un peu comme des animaux sauvages dans la savane ou ailleurs, quoi. L'espace public devenait leur terrain de vie, leur terrain de jeu. Et c'est là que je parle du projet de l'île de Nantes, qui est un peu pionnier, et c'est vrai qu'il est repris par pas mal d'urbanistes, parce que ça a vraiment dynamisé le projet urbain. L'île de Nantes, c'est 5 km de long par 1,5 km de large, et c'est au cœur des 25 communes qui forment l'agglomération. Et c'est au centre. Donc demain, c'est le centre de Nantes. Et c'était un no man's land, quoi, un territoire un petit peu abandonné. Et c'est Alexandre Chemetov qui a pris le projet à bras-le-corps, que c'était Jean-Marc Ayrault, le maire à l'époque. Et on a construit, dans un premier temps, un grand éléphant. Là, on va le voir, on va voir la naissance du grand éléphant à Nantes, qui est une machine qui est faite de bois et d'acier. Ses oreilles sont en cuir, il y a à peu près 5 ou 6 vaches par oreille. Et il peut embarquer 50 personnes, l'équivalent d'un bus, en fait, d'un autobus de tourisme, dans son ventre et sur son dos. Ça, je vous arrête, c'est important aussi que les habitants de la ville puissent entrer dans la machine. C'est fondamental, voilà. Parce que si vous faites un spectacle tous les jours déguisé avec de la musique, vous allez fatiguer tout le monde, hein, au moins au bout d'un an. Mais là, l'éléphant, il a une fonction citoyenne. Transport de personnes en fait, et on peut voyager dans la ville. Ouais, mobilité. Voilà. Et bon, il avance à 1 km/h, donc il ne faut pas être pressé. C'est aussi cette histoire de décroître en vitesse. Enfin, il n'y a rien de ça derrière. Et là l'éléphant est inauguré par Jean-Marc Ayrault, et il sort de l'atelier, un atelier dans lequel on fabriquait des bateaux, et les 100 constructrices et constructeurs arrivent avec le grand éléphant, et on fait sortir l'éléphant par notre atelier tout neuf, à peine inauguré,
pour que l'éléphant puisse aller sur la ville et 50 000 Nantais viennent voir la naissance du grand éléphant. Bon, j'ai enlevé de mon PowerPoint, mais là vous avez le projet qui devait arriver en 3e et qui finalement ne verra pas le jour, qui est l'arbre au héron. Mais j'aime bien le montrer parce que c'est un projet assez extraordinaire. J'ai un petit film qui montre, qui résume les 2 années d'études qu'on a passées pour créer cet arbre. C'est un arbre qui a été dessiné en 2000, qui a vu 3 versions. La première version que vous avez, celle-ci qui est déjà plus importante et plus haute. On est passé de 27 mètres à 35 mètres de haut. Et puis on a 2 hérons avec une densité de branches importante. Et comme le prix était trop élevé, on a taillé l'arbre comme on taille un vrai arbre. Et finalement, le fait de devoir descendre les coûts, ça a donné, finalement, je trouve plus beau et plus équilibré parce qu'on a dégagé le tronc et laissé béantes les ouvertures des coupures. Et donc, comme quoi, des fois, une contrainte budgétaire peut rendre la chose plus belle, ce qui n'est pas toujours le cas quand même. Je laisse Benjamin parler un peu de ce projet. Ça dure 1 minute et demie, le petit film. Ce projet est à la fois une grande construction, mais c'est pas un bâtiment, mais il a des fondations. C'est un manège, mais c'est une sculpture. Ça n'a pas de façade, mais ça doit respecter certaines normes. Donc tout ça est très compliqué. On y travaille. Notre exercice, c'est vraiment de partir du dessin de François Delarosière, aller vers une modélisation numérique et intégrer petit à petit l'ensemble des contraintes techniques complexes et nombreuses qui s'appliquent à un projet aussi unique que l'Arboréon. En quelques chiffres, l'arbre il fait 35 mètres de haut, 55 mètres de diamètre. On est sur une belle structure qui fait environ 1500 tonnes d'acier. C'est des jardins suspendus, ça veut dire qu'il accueille toute une nature dans ses branches et un bestiaire associé, donc on y trouvera toute une forme de vie à la fois végétale et animale mécanique à une vingtaine de mètres de hauteur. Et on a notre grand héron qui vole au-dessus de nos têtes à 45 mètres de hauteur. Il fait 16,50 mètres d'envergure, aile déployée. On a des problématiques particulièrement intéressantes qui sont celles des étais, donc des lianes qui tombent des branches, qui viennent aider l'arbre à développer ses branches à l'horizontale. Si on fait un arbre qui est porté par des poteaux, on ne fait plus un arbre, on fait un arbre porté par des poteaux. Du coup, on vient chercher à calquer la nature, on éclate ça en plusieurs brins. Et finalement, d'ailleurs, on s'est rendu compte en creusant que ça avait des intérêts structurels, puisque ça venait stabiliser le poteau sur la hauteur. Mais du coup, c'est plus compliqué, on vient cintrer des tubes, on vient chercher des formes organiques qui sont tous différents, et donc c'est un énorme casse-tête structurel au global. Nous, notre cocktail de problèmes techniques, il est tout à fait unique, et donc on a vraiment dû mettre en place une équipe unique pour faire ça, qui est spécifique à toutes les questions qu'on a creusées nous. Ça, c'est un projet qui ne se fera pas. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais c'est une œuvre en cours d'élaboration, puisque déjà 6 millions d'euros ont été dépensés dans le projet, sur les 45-50 que vont coûter le projet. Pour qu'on comprenne bien, à chaque fois, les gens pourraient monter dans l'arbre, donc oui. voir leur ville aussi depuis cet arbre, et voyager et voler au-dessus de la ville dans les hérons. À dos de hérons, ou se promener dans ce bestiaire mécanique. Alors, il y a un projet dont j'aime bien parler. C'est le projet de la Roche-sur-Yon, ville napoléonienne, enfin initiée par Napoléon, une des premières villes de la République, avec tous les services. Et au retour de la campagne d'Égypte, Napoléon lance l'édification de la Roche-sur-Yon, qui est dessinée sous forme de pentagone, avec une immense place d'armes, et avec 3 voies de circulation, qui est un lieu qui est assez mort, parce que aujourd'hui, les places d'armes n'ont plus beaucoup de sens. Et Alexandre Chemetov, avec qui j'ai travaillé sur l'île de Nantes, me propose d'intervenir
intervenir sur le projet sur lequel il travaille, qui est de créer un jardin dans la ville, de faire de cette place une espèce d'agora, un lieu, mais avec de l'eau et du végétal. Et je propose au maire de La Roche-sur-Yon qu'un bestiaire habite les bassins, et ça lui plaît. Et donc, on fait courir le bruit dans les journaux qu'on a trouvé dans une vieille planche chez un naturaliste à Papillon, un manuscrit de l'époque napoléonienne qui stipule que Napoléon a invité, au moment de la création de la ville, les savants de la campagne d'Égypte, qu'on aurait vu, place Napoléon, un bestiaire mécanique et qui aurait disparu à l'édification de la ville. Et on invite les Lyonnais à venir assister au premier coup de pelleteuse. La place a été décapée. Alors, il y a les détracteurs, ceux qui sont contre le projet, qui tiennent vraiment à Napoléon, sa statue et à la place, et ceux qui sont pour que ça bouge. Alors, on peut mettre le son un peu plus fort. Les pelleteuses débarquent avec les ouvriers et elles montrent un peu ce qu'elles savent faire, elles friment. 10 000 personnes se sont réunies, c'est un quart de la population à peu près. Alors il y a la grosse pelleteuse, on va dire que c'est le papa. La petite orange, c'est la maman, très mobile. Et les frères et sœurs, qui sont l'autre série, hein, toute la gamme des pelleteuses. Et tout le monde s'endort. Alors la toute petite pelleteuse vient réveiller la maman, qui va réveiller tout le monde pour les mettre au boulot. Alors la musique est jouée depuis le kiosque à musique qui va être conservé sur la place. Et elle est jouée par les professeurs du conservatoire de La Roche-sur-Yon. Et on va commencer sous forme d'un ballet à creuser vraiment la place. En musique. C'est très concret là. Oui, c'est concret. Creuse, là. Alors, sauf qu'on va avoir un petit problème, vous allez voir. Vous aviez évidemment toutes les autorisations. Oui, on avait prévu tout ce qu'il fallait, mais on a eu un petit souci. Voilà. Il y avait une ligne haute tension de 400 000 volts qui passait par là, et à ce moment-là, on crée un blackout. Toute la place et les rues adjacentes sont plongées dans le noir. Blackout à La Roche-sur-Yon. Donc les détracteurs, ils disent ouais, c'est bon, ils ont raté leur truc. On a gagné. Ouais. On a gagné. Donc la population qui assiste est informée du fait Une ligne de haute tension. Tout le monde est dans le noir. Oui. Ouais, mais tout le monde a. Ouais, Oui, parce que les talkies continuent à marcher. ouais c'est ça. Donc on entend. Ouais. Et donc on a l'éclairage de secours. Heureusement, on a prévu l'éclairage de secours, et toutes les machines se mettent à creuser à l'endroit où il y a eu l'explosion. Et Finalement. les gens restent. Oui, les gens restent. Personne ne part parce qu'on occupe quand même le terrain de jeu. Il y a de la musique. La musique continue. Après le blackout, elle reprend avec quelques générateurs de secours. Et là, on va faire une découverte. Incroyable, qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette caisse doit faire au moins 10 mètres de long. Regarde ce que j'ai dans la main. Ce sable. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est du limon du Nil. Tu sais ce qu'il faut faire? Faire appel aux 2E2A. À toi. On y va. Alors, on fait appel aux 2E2A, c'est l'équipe d'extraction aérienne archéologique, c'est des spécialistes, hein, un commando, et heureusement, ils étaient prêts à intervenir avec une grue, et ils vont débarquer sur la place pour extraire cette caisse énorme qui a été trouvée, et pour la monter à 10 mètres et l'ouvrir sous les yeux du public. En musique. En musique, évidemment, sur ce morceau qui s'appelle d'ailleurs les 2E2A. Voilà les... Alors en réalité, c'est ceux qui ont construit la caisse, et vous verrez le contenu aussi de la caisse. Donc toujours, parce que c'est l'orchestre du conservatoire, c'est ça? Donc en fait, les forces vives artistiques de la ville collaborent au projet. C'est l'idée. Et le kiosque sera gardé. Voilà, on va extraire la caisse et on va la mettre à 10 mètres de hauteur et on va l'ouvrir.
Alors c'est un peu comme un cadeau pour les Lyonnais, quoi. Ouais, là, ils se doutent d'un truc quand même. Là, Ça- ils commencent à se dire que le spectacle est revenu. ils se demandent là, ils commencent à comprendre que, mais encore, ils se demandent ce qu'il y a dedans. Ok, préparation de l'ouverture du coffrage périphérique, à toi. Il y avait la même tension à l'époque. Hein. Et donc les bords de la caisse deviennent le socle et on découvre à l'intérieur un crocodile du Nil qui servait probablement aux savants de la campagne d'Égypte pour observer la nature. Et on retombe sur le canular qu'on a fait passer presque quelques mois auparavant. Et on installe cette relique archéologique, cette découverte exceptionnelle napoléonienne, sur la place. Et on met des torches de feu et le public, on enlève les rubalises, le public peut s'approcher, toucher et apprécier la relique. Et alors que le public commence à partir, à quitter les lieux, les 10 000 personnes retournent à leur voiture, une pelleteuse continue à creuser et on découvre une deuxième caisse qu'on sort, mais hors spectacle, hors musique. Une façon de dire aux habitants, mais attendez, l'histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Et on sort une deuxième caisse, alors hors spectacle, mais les gens restent sans musique. Et on découvre une perche du Nil en tôle émaillée qui est probablement qui vient probablement de la même origine. Et dès le lendemain, on enlève le dispositif spectacle, puisque là c'était vraiment nos ouvriers qui étaient là, avec ceux qu'on avait formés à la manipulation des pelleteuses. Et on installe les palissades que j'ai dessinées, on fait un porche d'entrée et on installe 4 belvédères. 4 belvédères, on ferme le chantier pour que ces palissades puissent être bougées. Et 4 belvédères pour que les gens puissent monter, découvrir les caisses sur lesquelles sont posées les reliques. Alors les Lyonnais aiment bien donner leur avis, hein. Donc ils vont monter et pouvoir dire du mal du chantier ou du bien. Et les écoles vont passer, puisque ça passe évidemment à la télé, on en parle dans les journaux. Et alors, un mois plus tard, on a le chantier qui commence avec les vraies pelleteuses et les vrais ouvriers, et nos caisses avec nos deux machines, nos deux reliques. Et un mois plus tard, on découvre dans une grange qui va être détruite pour élargissement d'une rue, un dromadaire comme ça, qui vient probablement de la même époque. Et on a une fouille archéologique, il reste là 2-3 jours, les enfants viennent voir, ça passe dans les journaux et on emmène le dromadaire qui rejoint le crocodile et la perche du Nil. Et pendant toute l'année, on va découvrir 12 animaux comme ça, là où on refait les réseaux. C'est bien parce que le maire montrait qu'il faisait des travaux dans sa ville juste avant les élections, qu'il a perdu d'ailleurs après le projet. Ah oui, il n'y a pas une garantie. Non, y a Vous pas ne de garantissez garantie, pas la réélection. Non, là, c'est... D'accord. Même, je dirais que là où la machine passe, le maire trépasse. Hein, Alors, donc on a les animaux qui arrivent et puis des belvédères, on peut en profiter. Et ces animaux partagent la vie du chantier. Et on identifie pendant les 12 mois du chantier de transformation de la place les temps forts, notamment comme ce seront des bassins, à un moment ils vont être comme des piscines vides. Et à un moment aussi, on va mettre de l'eau et planter les végétaux avec les entreprises. Et donc, on fait à ce moment-là, on invite le public à rentrer sur le chantier. Ils rangent un peu plus que d'habitude. Le chantier devient un théâtre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on fait un concert de musique avec nos machines, avec nos instruments mécaniques sur le site. On ne le verra plus jamais comme ça. Est-ce qu'il y a l'idée, d'après tout ce qu'on voit là, l'idée de créer de nouveaux mythes que vont pouvoir se réapproprier souvent les gens dans les villes sont unis par l'histoire de la ville, les monuments de la ville. On fait partie d'une ville aussi parce qu'on comprend, parce qu'on fait corps avec son histoire. Au fond, là, vous proposez de nouveaux mythes autour desquels une communauté sentimentale va pouvoir se créer. C'est ça, parce que la radio locale fait un feuilleton, il réinvente une histoire autour des animaux de la place. Les collégiens, lycéens font des rédactions et réinventent aussi toute l'année et nourrissent l'arrivée de ce projet. Voilà. Ouais. Et donc on forme des vétérinaires en fait, qui sont des employés municipaux qui vont travailler dans 1,50 m d'eau, parce que les bassins font 1,50 m, ils passent leur diplôme hyper barre, parce qu'à partir d'1 mètre, il faut avoir un diplôme spécifique, et on va les former à l'entretien à vue des machines,
Et quand ils interviennent sur les machines, qui sont quand même immergées pour la plupart dans l'eau et à l'extérieur, mais ils discutent avec le public et ça devient aussi un théâtre que de les entretenir. Comme ça, la boucle est complètement bouclée. Un des projets qui est quand même un petit peu plus récent que les Animaux de la Place, mais de plus grande envergure, c'est le projet du Dragon de Calais. Le Dragon, aujourd'hui, un matin de septembre en 2019, les Calaisiens se réveillent avec un dragon de 75 tonnes, 35 mètres de long, échoué sur la plage, sur un banc de sable. Et le vendredi, le dragon se réveille et fait son entrée dans la ville. Alors les habitants ont peur, parce que c'est quand même un dragon qui débarque. Donc ils essayent de lui barrer la route en faisant des feux, en mettant des camions en travers, en essayant de le repousser avec des pelleteuses. Et ils se rendent compte très vite que le dragon est plus fort. Au bout de 2 jours de lutte quand même. Le 3e jour, ils observent aussi que le dragon est assez bienveillant avec les habitants. Quand il va les voir aux fenêtres, et qu'il est sensible à la musique. Alors, ils changent de stratégie. Plutôt que de le combattre et de le repousser, ils vont essayer de l'apprivoiser en jouant de la musique, en faisant venir un ténor qui va chanter pour lui. C'est un opéra urbain. Ce que le ténor va réussir à faire, et à terme, le dragon va s'installer durablement à Calais. Donc il est à demeure maintenant à Calais. Alors oui, le dragon vit aujourd'hui à Calais. Ouais. Vous pouvez aller monter sur son dos en passant par sa queue, qui est une queue escalier. Et il arpente le front de mer qui est fraîchement rénové, puisque le Blériot plage, la plage d'où s'envolait Blériot pour aller en Angleterre ou l'inverse, je ne m'en rappelle plus, a été complètement rénové. Oui, donc non seulement l'art se réapproprie la ville, Il arrive dans la ville, réveille la ville, fabrique des nouveaux mythes autour desquels se constitue en communauté, mais repeuple la ville, c'est-à-dire qu'il reste comme une sorte de génie tutélaire de la ville. Et puis il génère aussi du coup de la fierté, puis c'est leur dragon, hein, les Calaisiens aujourd'hui. Et il génère quand même 15 millions d'euros de retombées économiques à lui tout seul, simplement. Et un nouveau spectacle pour essayer de leur dire, en fait, le dragon va être enlevé, va quitter la ville pour voir comment les gens réagiraient. Là, c'est pas tout à fait le cas parce qu'il va être rejoint par le Varan de voyage, je vais vous montrer. Ah oui. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que ces spectacles, en fait, peuvent vraiment interagir avec le public et la foule. Alors, Calais, c'est 60 000 habitants, 120 000 l'agglo. Et là, pour le final, le 4e jour, le jour où le dragon décide de rester, c'est 100 000 personnes qui viennent de Belgique, d'Angleterre, partout, qui viennent assister à ce final où le dragon va s'installer durablement à Calais. Et là, on prépare pour 2025 l'arrivée du Varan de voyage qui est dessiné ici, qui est un engin de plus petite taille, beaucoup plus mobile, qui fait 2,50 m de large, qui va pouvoir se fondre dans les voies de circulation, aller croiser les mouvements du dragon, mais aussi aller dans des lieux où le dragon ne peut pas aller, des quartiers un petit peu qui souffrent, les zones un petit peu qui sont délicates, les quartiers sensibles. Et donc on en a fait une maquette et on est en train de le construire pour faire un grand spectacle. Et à terme, plus tard, quand le Varan sera arrivé, on aura une famille d'iguanes, une quinzaine d'iguanes en tout, qui vont débarquer, s'installer dans les vieilles pierres, les vieux forts, le fort Risban, le fort Nullet. Et Varan de voyage, je suppose que c'est en relation justement avec Calais, qui a été aussi une plateforme, un lieu, on parle de la célèbre jungle, de migrants. Est-ce que c'est ça l'idée? Surtout le dragon. Le Varan fait partie de l'ADN du dragon. Donc en fait, le dragon émet des sons très puissants qu'on ne peut pas entendre, nous humains, mais qui rallient tous les animaux qui constituent son ADN et qui les attirent vers Calais. Oui, non, mais je disais, jouer avec ce qui peut être présenté à l'extérieur comme une catastrophe, etc. Et par la fiction, finalement, en faire quelque chose de moins négatif. C'est surtout faire changer un peu l'image qu'on a de Calais, parce que sous le prisme des médias, Calais est une ville assaillie par les forces de police et les migrants. C'est un combat permanent, alors que les Calaisiens vivent depuis toujours avec c'est un passage vers l'Angleterre. Donc c'est une route, c'est comme dans la nature, vous faites les animaux passent par là, nous les hommes passent par là. Donc ils ont l'habitude, les Calaisiens, et leur ville est très accueillante. Alors, on a construit des machines pour la Chine aussi. Là, vous avez le cheval dragon. Mais je vais vous parler un peu, pour finir, de Toulouse.
Là, c'était à Pékin pour le 50e anniversaire de la réouverture des relations diplomatiques entre la France et la Chine, il y a 10 ans exactement, en 2014. Et on a fait un grand spectacle à Pékin qui a été un grand succès pour la Chine et repris par toutes les télés. Alors, le Minotaur est arrivé à Toulouse en 2018. Un an avant le Dragon de Calais. Et j'ai dessiné cette machine spécifiquement pour Toulouse. Parce que j'avais un projet d'installer une grande écurie de machines dans une grande métropole qui pouvait soutenir notre activité spectacle. Et dans le projet, je dessiné une machine, créer un lieu et faire un grand spectacle dans la ville. Et on m'attendait avec une machine volante, plutôt liée à l'aéronautique, et j'ai décidé de dessiner un Minotaur avec des ailes. Et en 2018, après avoir fait courir aussi dans les journaux une prophétie, on aurait découvert en faisant le métro dans les fondations de l'antique Capitole, puisque c'est une ville millénaire, antique. Une prophétie écrite par une sibylle étrusque qui dit qu'un jour le gardien du temple va réapparaître des eaux de la Garonne, etc. Et le Minotaure, effectivement, se réveille place du Capitole avec Ariane posée sur le toit d'un bâtiment. C'est sa demi-sœur, Ariane, qui est incarnée ici par l'araignée. Et le Minotaure va se perdre dans le labyrinthe, qui est le centre-ville toulousain, pour ceux qui connaissent, qui est un centre-ville monochrome. Et Ariane va le piquer et lui donner la force de s'extirper, de sortir du labyrinthe. Grâce à son fil. Grâce à son fil, tout à fait. Exactement, en faisant vraiment référence à... Pourquoi le Minotaure ? C'est parce qu'on a toute la terminologie qui est liée à l'aéronautique. Ariane, Dédale, Icare, voilà, tout ça. Donc le Minotaure collait bien à Toulouse. Et aujourd'hui, le Minotaure vit sous le péristyle de la halle de la machine, au bord d'une piste aéronautique. Et la piste de... Je vais passer celle-là parce que qui était la piste d'où partait Saint-Exupéry, Dora, pour emmener le courrier. Donc c'est vraiment le berceau de la mondialisation et de l'accélération des échanges. Donc c'est un endroit très chargé et qui est habité par ces géants, l'araignée géante et le Minotaure. On a deux araignées qui sévissent. Là, je vais finir par ça. Il y a un mois, moins d'un mois, on vient de faire un grand spectacle à Toulouse qui est l'opus 2 de l'arrivée du gardien du temple. Ça s'appelle La Porte des Ténèbres et qui met en scène cette créature que j'ai dessinée pour le Hellfest. Le festival de hard rock, voilà, de métal. Une créature un peu démoniaque qui s'inspire de toute l'iconographie et l'esthétique en fait des festivaliers. Et dans cet opus 2 qui met en scène Lilith, l'araignée Ariane, la demi-sœur d'Astérion et Astérion, la gardienne des ténèbres incarne Lilith. Je ne sais pas si vous connaissez Lilith dans la Bible. C'est la première femme d'Adam, avant Ève, l'égale d'Adam, qui, comme elle ne s'est pas soumise, a été chassée du paradis et du coup a été un peu récupérée en enfer. Et on a créé Ève avec une demi-côte qui, elle, était soumise et comme il fallait, quoi. Donc très vite, dans les années 70, elle est devenue le symbole du féminisme et de l'émancipation de la femme. Mais aussi, c'est un être démoniaque. Donc elle vient à Toulouse pour créer une porte des ténèbres, pour aller chercher des âmes damnées et agrandir l'armée d'Hadès. Donc l'araignée apparaît comme ça sur le dôme de la Grave, Lilith sur le toit du musée Saint-Raymond. Elle a tissé sa toile entre les bâtiments, et le Minotaure par sa porte du temps qui est la place du Capitole. Et pendant 3 jours, les protagonistes vont circuler, sauf que Lilith est un charme fou, et le Minotaure tombe amoureux d'elle. Dès qu'il la voit, elle se rapproche, il lui jette un sort, et il va lui ouvrir les portes de la ville, la première journée. Il va faire jouer au balcon par les musiciens, il va faire neiger dans la rue, sous les boulevards, il va danser avec elle, jusqu'au moment où sa demi-sœur va les séparer. Il va reprendre ses esprits et chasser Lilith qui va perdre le combat au final. Je vous laisse regarder ce petit film qui dure 1 minute. Pour terminer,
François, est-ce que vous pensez que ce que vous avez créé justement avec la machine est quelque chose qui est voué à finalement à se répandre dans les villes aujourd'hui? C'est un tel moyen d'impliquer les habitants autour d'un projet artistique, d'une nouvelle fiction. Est-ce que c'est une tendance ou est-ce que ça restera finalement le fruit de la décision d'un homme politique qui permet ça, quitte à perdre les élections, on a bien compris? Disons que c'est quand même complexe à mettre en jeu, et en scène. Là, en plus, on est Vigipirate renforcé, donc imaginez rassembler 1,2 million de spectateurs dans une ville. Mais la Chine, vous avez dit, ils ont été très sensibles à ça. Enfin, c'est difficile en Chine, hein. C'est des conditions qui n'étaient pas faciles du tout, mais moi j'aimerais bien que l'espace public devienne vraiment, que l'espace public soit considéré comme le plus grand musée, le plus grand théâtre, le plus grand parc d'attractions, et que l'espace public qui est accessible à tous devienne vraiment le lieu de, comme on crée des théâtres, enfin voilà, d'un lieu de culture. Mais Barcelone l'a fait avec des sculptures fixes, hein. Beaucoup d'art dans la rue et dans la ville. Et puis pendant les JO, on a vu un petit peu ça aussi, la cérémonie des JO qui transfigurait Paris par des histoires aussi, et ça rend les gens heureux. Bien sûr, oui, il y a une espèce de fierté, on était tous très fiers de ce qui s'est passé. Voilà. Bon, on peut peut-être arrêter le... Voilà, je crois que c'est à Boris maintenant de conclure cette session. On va vous remercier beaucoup, François, vous nous avez fait on était subjugués, vraiment rêver, François subjugués. Ouais. Je suis presque gêné même de vous interrompre. Merci de nous avoir fait rêver, de nous avoir fait voyager. On se retrouve dans quelques petites minutes avec la grande architecte et urbaniste Odile Deck. À tout de suite.